Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce temps d'information. Voici les titres que la rédaction a décidé de développer ce soir. Fabriquer de l'eau potable avec de l'eau sale, manger des œufs frais et des produits variés à proximité ou encore se déplacer autrement, des solutions innovantes qui font écho à la journée de transition urbaine organisée ce samedi à Nouméa. Pour en parler, Rémi Gazeux, président de Maleva, il est l'invité de notre journal. Réagir en cas d'urgence pour les malentendants et savoir communiquer avec la langue des signes pour les pompiers, c'est le but de la formation organisée par l'école des malentendants de la province Nord. Une journée riche et réussie à découvrir dans ce journal. Suite de notre feuilleton consacré aux tirailleurs kanak, la mémoire de Kalepo Wabet a été honorée à Paris sous l'Arc de Triomphe ce matin pour nous. Le guerrier sera de retour au pays demain et inhumé ce samedi à Tiga. Mais avant de développer ces titres, 6 jours après le comité des signataires, ce matin durant leur point presse, le Soing Nickel s'est dit inquiet qu'il n'y ait toujours pas de stratégie nickel au pays. Écoutons Pierre Touiteala, secrétaire général du Soing Nickel, au micro de Falay Wedjo. Cette mission-là, il l'a rappelé au comité des signataires, du 12e comité des signataires, ça aboutit à quoi? Aujourd'hui, à part l'étude qui a été faite par Anne Dituel, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas mis en concret ce qui a été fait par Madame Dituel. Nous sommes quand même au 16e comité des signataires et il n'y a toujours rien sur la stratégie nickel. Et nous, on est inquiets en tout cas. Nous, on demande d'être associés par rapport à la partie sociale. On ne voit pas comment demain on pourrait avoir une stratégie nickel sans convention collective aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas de convention collective dans le secteur du nickel. Et ça date depuis des années. Et c'est une demande de nos anciens, de nos responsables syndicaux de l'époque, qui a toujours été rejeté parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait qu'une seule usine. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une seule usine, on en a 3. Pourquoi pas mettre en place une diplomatie, un conseiller pour justement orienter nos responsables politiques. Et quand on dit diplomatie, c'est pour rappeler que nous avons nos voisins ici dans le Pacifique. Je parle notamment de l'Indonésie, des Philippines, qui aujourd'hui on ne peut pas les rivaliser. À l'Assemblée de province Nord, le budget primitif 2018 n'a pas encore été voté. Déjà des difficultés financières s'annoncent. Les précisions de Yannick Slamet, premier vice-président de la province Nord. La fiscalité, l'assiette fiscale, les dotations sont en nette diminution, les recettes fiscales sont en nette diminution. Et comme la province Nord et comme toutes les provinces dépendent des dotations de la Nouvelle-Calédonie, naturellement, ce qui se passe au niveau du budget de la Nouvelle-Calédonie, il y a une répercussion sur le budget de la province Nord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur un budget de fonctionnement aujourd'hui de 25 milliards, entre 25 et 26 milliards pour la province Nord, il y a environ 11 milliards qui sont de dépenses qui sont assumées par la province Nord, mais qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Donc naturellement, on ne va pas demander au jour d'aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie de but en blanc de dire prenez la compétence, mais en tous les cas, je pense qu'à un moment donné, il faudra que tous on s'y retrouve et que chacun reprenne ses responsabilités pour éviter ce genre de difficultés que l'on a, nous, les provinces. Voilà des propos recueillis par Vanessa Kédé. Comment ne pas gaspiller l'eau, trouver de nouvelles manières de se nourrir, se loger, se déplacer. Ces problématiques seront abordées durant la journée de la transition urbaine au parc de Rivière-Salée ce samedi. Pour en parler, Rémi Gazeux, président de l'association Maleva. Bonsoir. Bonsoir Elise. Alors pourquoi le terme transition ? Transition, parce que le monde est en transition. Parce que le monde est en transition, tout le monde voit bien que là où nous allons, on va nulle part. Donc aujourd'hui, il est plus temps, je veux dire, de se poser des questions et de méditer sur ce sujet, mais il est bien question d'agir et surtout de réagir et d'interagir. D'accord. Alors, je vous propose de regarder ce sujet, les habitants de Yandé, un îlot qui se trouve dans la commune de Poum, à 1 heure, donc en bateau de la Grande Terre. Les habitants affirment aujourd'hui leur volonté d'autosuffisance alimentaire en apprenant à fabriquer des poulaillers avec le centre de formation professionnelle et de promotion agricole Nord. Une formation suivie par notre journaliste de l'extrême Nord, Natacha Ogi. Assis parce que c'est pas plat ton truc.
fais un plat. Ces jeunes sont en train de construire un poulailler. Océa, l'une des figures de l'île, a fait appel à Jean, formateur au centre de formation professionnelle et de promotion agricole Nord, pour venir ici à Yaoundé former les jeunes à la viculture, c'est-à-dire à l'élevage de volailles. Mais l'idée principale, c'est l'autosuffisance et permettre aux jeunes d'avoir des mini-projets comme ça pour qu'ils puissent rester sur place et avoir tout ce dont ils ont besoin sur place, quoi. Mais derrière ça, il y a l'idée de l'autosuffisance, de l'autoconsommation. Mener des projets sans que les habitants de l'îlot ne dépensent, voici l'un des objectifs du CFPPA. Le plus important, c'est que les gens puissent monter leur poulailler, puissent prendre en main leur outil de production avec les éléments qui sont présents dans leur environnement. Précisément, en fait, pour cette formation, nous n'avons amené que de la visserie de qualité, c'est-à-dire qu'on a ramené de la grande terre. Après, tous les autres matériaux se sont trouvés sur place. Donc c'est les poteaux, c'est les bambous, c'est les palettes, c'est les chutes de tôle. Et avec ça, nous avons décidé en commun, on va dire, d'un plan à faire pour le poulailler en fonction de leur objectif. Là, par exemple, on est sur un poulailler qui est surélevé pour en fait régler le problème vis-à-vis des chiens. On arrive à créer un poulailler pour une somme comprise entre 3 et 4 000 francs. Cette formation construction de poulailler fait partie d'un programme nommé Autonomie alimentaire. Ce dernier prend tout son sens ici sur Yaoundé. En effet, cet îlot se trouve à plus d'1 heure de bateau du village de Poum. Ce dispositif permettra donc à sa population de diversifier son alimentation. Je suis contente parce que c'est pour... comme ça, je n'ai pas besoin d'acheter des poulets au magasin et avoir des œufs sur place. Parce qu'ici, voilà, nous on mange que du poisson. C'est surtout là le poulet, on va acheter à Poum, les œufs. On peut faire pour nous-mêmes des poulaillers là où la tribu. Nous tous, on aura chacun après. Bon, comme ça, on n'a point que. Voilà. Nous, les poulaillers, nous, on a l'habitude de laisser eux en liberté aussi. On ne laisse pas eux dans les poulaillers. Le poulailler de Diana est donc le premier poulailler construit sur l'île. Maintenant, c'est au tour des 7 autres foyers de construire leur propre poulailler et d'attendre de récolter leurs premiers œufs. Alors, l'autosuffisance à Yaoundé, une réaction par rapport à ce reportage? C'est très intéressant, hein. Je pense qu'on devrait construire effectivement un peu plus de poulaillers, mais pas que. Donc l'autosuffisance alimentaire est effectivement, je veux dire, essentielle dans une île où jusqu'à présent on se nourrit à 85% d'alimentation qui provient de l'extérieur, donc qui est importée, et alors qu'on a tout un potentiel ici donc à développer dans tous les domaines, et c'est ce qu'on va démontrer dans la journée de samedi. Alors vous le dites, c'est très intéressant, manger des œufs frais à proximité, donc c'est merveilleux. Pourtant, c'est une idée pas partagée par tous les intervenants que vous allez inviter ce samedi, par exemple cette conférence sur le véganisme, ce qui veut dire, je le rappelle à nos téléspectateurs, des personnes qui excluent de son alimentation tout produit d'origine animale comme les œufs. Alors, dans quelle transition prenez-vous personnellement? Moi, personnellement, je ne suis pas végane. Hein. Il m'arrive de manger de la viande, mais je comprends tout à fait. Pourtant, vous allez en parler ce week-end. Oui, et moi, pas personnellement. Je veux dire, il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine et qui ont de bonnes connaissances et qui seront en mesure de les partager. Donc, mais de ce que je sais aujourd'hui, c'est que ceux qui se revendiquent véganes aujourd'hui ne sont pas des vilains, je vais dire, bobos. Sont des gens qui, d'une part, ont pris conscience de pas mal de choses au niveau donc de l'environnement, mais aussi de la relation donc de l'être humain avec les autres êtres vivants, donc animaux. Et donc il y a tout un côté aussi philosophique qui rentre en jeu et un plus grand respect de tout ce qui est vivant sur Terre, qui est à prendre en compte. Alors un sujet qui va peut-être vous intéresser, le Life Saver est une machine révolutionnaire parce qu'elle transforme l'eau sale en eau potable. D'ailleurs, vous allez présenter au public ce samedi. Alors comment fonctionne le Life Saver? Curieuse, Lindsay Wamo s'est rendue à la fois pour en savoir plus. Entouré des arbres, de la rivière et des animaux, Christian a fait le choix, il y a 2 ans maintenant, de vivre de l'agriculture. Grâce à cette motopompe, il arrose son jardin sans problème. Mais cette eau, il ne peut bien évidemment pas la consommer. Ici, pas de courante,
mais juste ce petit vide en bleu. Il suffit juste de remplir le fût en fonction de sa capacité, là c'est 20 litres. Le filtre il se trouve à l'intérieur, donc c'est ces robinets qu'on va changer quand on en a besoin. Et l'autre côté, ça c'est une pompe. Donc voilà, on donne quelques coups comme ça. Et après on ouvre le robinet et on a de l'eau potable. Un investissement économique, mais pas seulement. Ce qui est bien avec le Lifesaver aussi, là, donc il y a le système de filtre, il filtre simplement les virus et les bactéries, mais il laisse tous les minéraux qu'il y a dans l'eau, qui sont contenus dans l'eau, ils restent. Donc en fin de compte, c'est une eau de qualité qui sort à la sortie du robinet. Voilà. Maintenant qu'on a parlé du Lifesaver, je pense que maintenant il faut goûter. Donc santé. Pour obtenir ce petit bijou, Christian a dépensé 60 000 francs CFP. Alors, une réaction, Rémi Gazeux? Superbe, superbe. Je veux dire qu'on va de plus en plus, on se rend compte qu'on est en période de sécheresse et que ce n'est qu'un début, qu'on aura de moins en moins d'eau potable et qu'il est grand temps, je veux dire, de prendre un grand soin de cette eau. Récupération des eaux, il y aurait énormément de choses à le dire, malheureusement je n'aurai pas le temps, mais je dirais que au-delà de Lifesaver qui fait un travail intéressant, c'est pour des familles, on est sur une grande île, enfin la Grande Terre, qui fait 400 km de long, je veux dire, avec une terre centrale, une chaîne, et qu'on a en permaculture, c'est un des sujets, je veux dire, que nous développons au sein de Maleva, des options, des solutions qui sont déjà appliquées en Nouvelle-Calédonie et qui permettraient d'une part de reverdir ce que nous avons fait de cette terre, c'est-à-dire un quasi-désert, entre raser, je veux dire, les cimes pour des mines, entre la déforestation, entre l'élevage intensif, entre tous les feux, donc tous ces dégâts-là, je veux dire, nécessairement, donc il y a une incidence sur l'eau. Ce sera le coup de cœur que vous allez, l'un des rendez-vous que vous allez présenter ce week-end. Alors écoutez, je vais être très clair avec vous, Élise, demain il y aura plus de 53 personnes et groupes de personnes qui vont proposer des choses extrêmement différentes et extrêmement intéressantes pour tous les Calédoniens. Il y aura plus de 40 ateliers vivants, participatifs, gratuits, offerts aux Calédoniens, où tout le monde pourra s'essayer à un tas de choses, je veux dire, alternatives qui existent, qui sont appliquées en Calédonie. Et moi, je vous invite vraiment, Calédoniens qui entendez ce message, à venir nombreux découvrir ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une mauvaise pub, ça va être excellent, une excellente journée dans la joie, la gaieté, la bonne humeur, et surtout, vous allez apprendre énormément de choses que vous allez pouvoir appliquer le jour même, voire le lendemain, pour une vie meilleure dans ce pays. Ce que nous proposons samedi aux Calédoniens, voilà, c'est un regard nouveau. Merci Rémi Gazeux. Voilà un rendez-vous que merci vous donnez beaucoup à la population ce samedi au parc de Rivière-Salée. Direction le Mont Kataloupaïk, près de la tribu de Bopop à Koné, un lieu sans voie d'accès. Nos journalistes de Wéari, Cédric Thier et Antoine Rey sont accompagnés. Les scientifiques du programme Planète Revisitée. Le but, rechercher de nouvelles espèces animales. Je vous propose un extrait de l'émission Wéari qui sera diffusée ce samedi à 19h. Là, c'est la première fois qu'on vient ici, qu'on cherche des tout petits escargots, donc en tamisant la litière et à l'œil nu, quoi. Et celui-là est absolument magnifique. Excellent. Et on voit bien les fines stries à la surface, qui sont des caractères diagnostiques des espèces, bien souvent, quoi. Et ça, c'est qui, ça? C'est un endodontidé, une famille. La moitié des espèces de Nouvelle-Calédonie, je pense, appartiennent à cette famille qui est très très diversifiée, quoi. Ça va? Ah ouais, excellent. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un escargot qui est assez commun ici, là. Ouais. J'en ai trouvé déjà, mais celui-là il est un bel exemplaire bien adulte, hein. Les autres que j'ai trouvés, ils étaient plus petits, quoi. Donc c'est bien intéressant. On voit, ils ont une belle microsculpture. Et ça, c'est un escargot prédateur.
C'est-à-dire Ça, quand tu le mets dans la boîte, il faut pas le mettre avec un autre parce que sinon il va le bouffer. ouais, ça bouffe d'autres escargots, ça. Ok. Bon, ben voilà, bonne trouvaille, ma foi. Chers collègues malacologues. Malacologue. Bah oui. Voilà, petite correction, ce n'est pas à 19h mais bien à 19h20 ce samedi. Voilà un programme si vous ne sortez pas de la maison. À Koumak, pour la première fois dans le Nord, les pompiers accueillent une classe de malentendants venus tout spécialement de Point-d'Imier. Ils sont 5 sur place depuis lundi et resteront jusqu'à demain pour obtenir leur attestation prévention et secours civique de niveau 1. Un apprentissage réciproque puisque durant cette semaine, les pompiers devront eux aussi jouer le jeu et apprendre la langue des signes. Un reportage d'Océane Zobler. On va commencer avec juste les mots de politesse. Et ensuite, on va direct aller sur les mots pour les secours. Bonjour ici et bonjour là. C'est bon, ça va ou encore courage, autant de mots que les pompiers de la caserne de Koumak tentent de retenir tant bien que mal. Kevin, qui travaille avec ces jeunes malentendants depuis le début de la semaine, nous fait une petite démonstration. C'est très imagé. Le médecin, premier secours, la fumée, certains termes génériques qui reviennent souvent. Dès qu'on les apprend, je suis plus obligé de faire appel aussitôt pour le moindre mot à la maîtresse, quoi. Passons maintenant aux choses sérieuses. Les jeunes vont apprendre le massage cardiaque et les bons gestes à avoir face à une personne inconsciente. Ici, tout le monde veut apprendre. Il dort ou il est inconscient? Comment on sait? Moi, on fait en premier. En premier. Ok. Vas-y. Oui. Le fait qu'on s'intéresse à eux, à la langue des signes, qu'on essaye de communiquer avec eux, que ce soit pas forcément en signes. Avec Kevin, les premiers jours, il n'y avait pas forcément les signes, c'était par du mimétisme, par des pointages. Et rien que de pouvoir rentrer dans leur monde par ce biais-là, ils sont très contents et puis ça leur permet justement de s'ouvrir plus au monde extérieur. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Pour arriver, j'ai besoin que vous arriviez, s'il vous plaît, avec le défibrillateur. D'accord. Il y en a un. Toi, en tant que médecin, tu réponds, il y a quelqu'un qui va vous en amener un. Pour toi, c'est important d'échanger avec les pompiers. C'est incroyable quand même qu'eux, ils apprennent aussi ta langue. Ah oui, je suis très contente de pouvoir les rencontrer. C'est la première fois qu'ils signent qu'on va leur apprendre plein de choses. Et puis moi, je suis là pour interpréter. On regarde, on apprend, puis c'est beaucoup plus clair. Donc si jamais un jour tu as à faire un accident, tu sauras les premiers gestes? Je vais voir, je vais essayer. Voilà, si j'ai bien compris, on dit merci et comme ça à tous ces jeunes et ces pompiers. Ce matin, très tôt pour nous, a eu lieu à Paris un dépôt de gerbes en hommage aux soldats d'outre-mer morts pour la France sous l'Arc du Triomphe. Cette année, la cérémonie revêt un caractère particulier avec un hommage aux tirailleurs kanak, Kalepo Wabet, tombé au champ d'honneur le 25 octobre 1918. Prosper Poigou revient sur cet événement sur des images signées par nos confrères d'Outre-mer 360. Voilà donc un problème technique. Nous revenons sur ce sujet le long de cette édition. Ils s'entraînent au pays pour relever un défi, celui de traverser la vallée de la mort en Californie l'an prochain, soit 270 km à parcourir. Le sergent Vincent Dorival, athlète handisport s'entraîne dans la commune de Pointe-Boute. Pourquoi le Caillou? Parce que la chaleur est presque similaire à la Californie, un état qui fait partie des plus chauds au monde. Un reportage d'Océane Zobler et Mathieu Le Barbier. Là, en fait, c'est une photo de la Death Valley que j'ai prise la toute première fois que j'y suis allé, il y a 10 ans. Et là, ça a été comme un choc pour moi d'arriver à cet endroit. J'étais avec mon frère et puis un pote. Et on s'est arrêté au milieu là et on est resté un moment sans rien dire, sans parler.
Et à ce moment-là, je savais que j'allais y revenir. Pour faire quoi, je ne sais pas. Mais voilà, donc aujourd'hui, on est sur le projet d'aller la traverser. Le sergent Vincent Dorival, militaire incorporé à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, est en situation de handicap depuis un accident survenu lors de son service en 2011. Après un constat alarmant, celui du manque de poches de sang, il décide de se lancer un défi, celui de traverser la vallée de la mort en Californie, soit 270 km prévu en juin 2018. Son objectif est de promouvoir les dons du sang pour les militaires. C'est Point Bout qu'il a choisi comme terrain d'entraînement, car pour lui les conditions climatiques sont presque les mêmes qu'en Californie. Donc là on est sur un type de terrain caillouteux. Celui-là on l'aura par exemple au tout début de la traversée, avec un vent de face si je me souviens bien. Voilà, donc l'idée de travailler sur des terrains un peu compliqués comme celui-là. Il s'entraînera au pays jusqu'au 21 novembre avant de retourner en France. Là-bas, il continuera sa préparation avec son binôme valide. Pour suivre ses aventures, il vous suffit d'un clic sur son blog. Et je vous le disais très tôt ce matin, pour nous a eu lieu à Paris un dépôt de gerbes en hommage aux soldats d'outre-mer morts pour la France, sous l'Arc de Triomphe. Cette année, la cérémonie revêt un caractère particulier avec un hommage au tirailleur kanak Kalepo Wabet, tombé au champ d'honneur le 25 octobre 1918. Prosper Poigou revient dans le feuilleton de la semaine sur cet événement, sur ces images signées par nos confrères d'Outre-mer 360. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Annick Girardin, ministre des Outre-mer, d'élus calédoniens, polynésiens et wallisiens. D'autres personnalités étaient présentes, comme l'ancienne ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, ainsi qu'un représentant de l'ambassade de Nouvelle-Zélande en France et de l'équipe de rugby des All Blacks. Pour Kalepo Wabet et tous les soldats ultramarins morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale, la flamme du soldat inconnu a été ravivée. Sous l'Arc de Triomphe, la famille de Kalepo Wabet a entonné une chanson composée par le frère de Kalepo Wabet en apprenant sa mort en 1918. Autre chant mais moins local cette fois, la célèbre chanson Amazing Grace. Fréquemment écoutée et chantée dans les cérémonies funéraires, ce cantique est la symbolique de l'espoir qui persiste en dépit des épreuves. Comme un symbole pour toute la famille du tirailleur kanak qui a persévéré dans ses démarches pour rapatrier le corps de son ancêtre. Le corps de Kalepo Wabet est arrivé la nuit dernière. Ce vendredi se déroulera à Kowekara une veillée rythmée par des hommages civils et religieux. Puis, le corps sera transporté samedi par l'armée à Tiga, où il sera inhumé. Voilà, merci d'avoir été avec nous pour ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.